Depuis quelques jours, le Zlige fait débat au Maroc. C'est une bonne chose dans la mesure où nous sommes en train de débattre de choses culturelles. C'est important pour nous, pour notre société. De quoi s'agit-il en fait? Une société allemande d'équipements sportifs a pris la liberté d'utiliser cette mosaïque sans demander l'autorisation ou au moins prévenir les autorités concernées. Le Zlige, produit marocain par excellence, puisqu'il appartient à notre histoire pluriséculaire, et en termes de conception et de matériaux, on peut considérer que c'est un produit purement marocain. Beaucoup de nos compatriotes ont considéré que la requête émise par le ministère de la Culture était superflue, dans la mesure où elle donnait peut-être d'un chauvinisme ou d'un égoïsme culturel qu'il n'y a pas lieu d'être, et qu'il fallait ou qu'il faut partager avec les autres dans un esprit d'universalisme notre culture. Est-ce la bonne démarche? Je me suis permis d'aller rechercher au niveau des archives de l'UNESCO, ou ce qui se publie au niveau de l'UNESCO, quels sont les pays qui sont le plus attentifs à l'enregistrement de leur patrimoine auprès de cette organisation. À ma grande surprise, je dois l'avouer, j'ai trouvé que parmi les 10 pays qui ont le plus enregistré de sites ou d'éléments culturels immatériels, il y a exclusivement des pays développés d'une grande culture. Bon, le champion de toute catégorie, bien sûr, est l'Italie, pays que nous connaissons bien, très très jaloux de son patrimoine matériel et immatériel. Mais il y a la France, la Grande-Bretagne, la Chine, la Russie, l'Allemagne et les États-Unis d'Amérique. Comment ça se fait que ces pays développés puissent porter une attention particulière à l'enregistrement de leur patrimoine? Tout simplement parce qu'ils ont compris que ce patrimoine faisait partie de leur identité, de leur histoire, et que l'identité et l'histoire forge le caractère d'un pays, le caractère de sa population, et lui permet d'avoir ou de pouvoir affronter l'avenir avec les forces nécessaires. C'est pour cela que nous ne pensons pas que ce débat autour de cette belle mosaïque soit superflu. C'est important que nous puissions nous battre pour sauvegarder notre patrimoine. Il y a l'aspect culturel, mais il faut le dire, il y a l'aspect aussi financier. Nous voulons être un pays touristique et il faut pour que cela préserver notre patrimoine culturel, préserver notre identité culturelle, visuelle, etc. D'ailleurs, ne nous y trompons pas, la société allemande qui a utilisé cette mosaïque est dans une démarche purement marketing et à la limite un peu sauvage, dans la mesure où elle n'a pas hésité à utiliser quelque chose qui ne lui appartient pas. Si la démarche inverse était faite par des Marocains, pensez-vous que les Allemands auraient toléré cela? Oh que non. C'est pour cela qu'il faut peut-être élargir le débat dans cette affaire. Parce qu'au-delà de notre patrimoine qui forge notre personnalité, il faut que les Marocains puissent prendre le temps de relire de manière apaisée leur histoire. Nous avons eu la chance et l'opportunité d'assister, il y a 2 jours, au premier d'un long cycle de témoignages organisés par le 360. Ils ont été bien inspirés de consacrer ce premier témoignage à l'histoire du Maroc et à l'avenir du Maroc dans son environnement méditerranéen africain. Pour cela, ils ont fait appel à un historien qui a écrit une histoire du Maroc, ils sont plusieurs, mais lui aussi a écrit une histoire du Maroc. Et je n'ai pas été surpris de voir que quand il a abordé cette histoire, il n'a pas abordé l'histoire du Maroc contemporain uniquement, mais qu'il s'est étalé dans une longue plage de plusieurs siècles pour parler du Maroc.
État multiséculaire, vieille nation, et qui a son identité. L'approche n'est pas de lui, il est d'ailleurs reconnu. Le grand historien français Fernand Braudel disait que de toute façon l'histoire ne se fait pas au jour le jour, mais ce sont de longues et de larges va-qui-viennent et qui sont constitutifs de cet humus qui est l'identité de chaque pays. Nous n'avons pas été surpris qu'on puisse reparler de cette grande bataille qui a été la bataille de Oued el-Makhazin. Cette bataille qui nous a permis, nous, de préserver notre indépendance des Ottomans et des Portugais qui avaient derrière eux un financement espagnol. Ce que le tout grand Fernand Braudel a appelé la dernière croisade de l'Occident dans le monde musulman, la bataille des Trois Rois ou la bataille des Oued el-Makhazin, nous a permis de préserver notre indépendance, bon, jusqu'à le signe de l'acte de protectorat, certes, mais elle nous a aussi donné l'image d'invincibilité au niveau de la Méditerranée occidentale et de tout le sporto méditerranéen pendant 2 siècles et demi, jusqu'à la sinistre bataille d'Isli. Donc, c'est une histoire qu'il faut qu'on puisse cultiver parce qu'elle fait partie de notre personnalité. Notre personnalité a été forgée, notre personnalité a été enrichie par cette histoire. Quand je dis cela, je remémore, parce que je suis d'une génération qui a vécu cette période, l'épisode du déclenchement de la Marche verte. À l'époque, on a assisté, au bout de quelques semaines, à la mobilisation de tout un peuple qui s'est inscrit d'emblée pour participer à cette marche verte. S'il n'y avait pas un fond historique, s'il n'y avait pas une conviction que ce territoire nous appartenait historiquement, que nous sommes un pays qui est en droit d'avoir son identité et sa place dans son périmètre, dans son aire géographique. Croyez-vous qu'il est facile de mobiliser des centaines et des centaines de milliers de personnes volontairement pour s'inscrire à cette marche? Regardez ce qui se passe actuellement dans un pays qui veut mobiliser pour agresser un autre pays ou pour conquérir un autre pays ou pour affronter ses déboires dans un autre pays. Il a beaucoup de difficultés à mobiliser les éléments humains. Ce qu'on peut considérer comme important pour le Maroc, c'est que le Maroc a un patrimoine, a une histoire, a une personnalité. Et ces éléments lui permettent d'affronter les agressions externes et de construire l'avenir en toute sérénité. L'agression externe, nous avons déjà eu l'occasion de le rappeler. Les capacités financières de notre voisin algérien dépassent de loin nos capacités financières. Et malgré cela, et malgré qu'il ait utilisé ses capacités financières pratiquement et exclusivement dans un projet politique unique, celle d'affaiblir le voisin marocain, il n'a pas pu. Cela a été possible parce que a été possible du côté marocain d'affronter cette agression. Parce que nous avons une histoire, une identité et des convictions. Et cela nous a permis de gagner pratiquement sur tous les fronts cette agression, que ce soit le front militaire, le front diplomatique, le front culturel, le front économique, malgré des moyens plus modestes, reconnaissons-le, que le voisin algérien. Voyez-vous que l'histoire joue un rôle, que la personnalité de chaque pays joue un rôle, chaque population joue son rôle. Et cette personnalité, bien sûr, est les fruits de notre patrimoine, de notre histoire et de notre capacité à anticiper l'avenir. Parlant de l'avenir, de notre avenir, il est dans la préservation de notre patrimoine et il n'y a aucun problème à le dire et il n'y a une hésitation à marquer, à aller de l'avant et enregistrer beaucoup plus que nos mosaïques et beaucoup plus que nos sites préhistoriques,
allant vers l'enregistrement de notre patrimoine, sa préservation, allant vers une connaissance plus approfondie de notre histoire pour mieux construire notre avenir. Sans vouloir me répéter, notre génération a contribué, après l'indépendance, à récupérer le Sahara. Elle a, avant de passer le témoin, une mission importante, celle de replacer le Maroc dans son contexte méditerranéen et africain, en faisant de lui la grande puissance régionale qu'il aspire à être, la grande économie émergente qu'il souhaite devenir dans un esprit de modernité et de convivialité avec ses voisins.